À Seijo, dans la ville de Setagaya, métropole de Tokyo, se trouve un manoir luxueux où résident 7 magnifiques frères et sœurs, entourés de domestiques qui répondent à leurs moindres besoins. Dans la salle à manger, les 2 frères discutent. Arata, 16 ans, demande à son frère Shion comment se trouvait une petite amie. Shion, scotché à son téléphone, lève à peine les yeux et répond quelque chose comme « Comment veux-tu que je sache ?» Arata insiste, il veut savoir comment la relation de Shion avec Yu a commencé. Shion, un peu agacé, dit « Ça s'est fait comme ça, y a pas de formule ». Puis il retourne la question et demande ce qui s'est passé avec la fille avec qui Arata flirtait. Arata explique qu'il lui a juste dit qu'elle était vraiment jolie, rien de bien méchant. Shion lui dit que ça ne le mènera nulle part, qu'il doit se bouger, et lui rappelle qu'en tant que fils de millionnaire et personnage principal d'un anime, il pourrait avoir n'importe qui. Mais Arata, romantique invétéré, attend son âme sœur ou quelque chose comme ça. À ce moment, les sœurs arrivent, le waifu squad. Oka les interrompt, disant qu'ils font honte à la famille. Seiya, avec des stats totalement inventés, affirme que les mecs passent 90% de leur temps à parler des filles. Les 3 autres sœurs balancent aussi quelques commentaires, plus par obligation que par réelle conviction. Oka accuse Arata d'essayer de soutirer des détails croustillants à Shion sur sa relation avec Yu. Arata réfute ces accusations, mais Shion, pour envenimer les choses, ment en disant qu'Arata trouvait que Oka faisait beaucoup plus femme, récemment. Excédé, Oka appelle son chien et lui ordonne de mordre ce qu'il faut pour punir ce pervers en présence de ses sœurs. Sans tarder, le chien bondit sur son postérieur et s'en donna à cœur joie comme s'il avait trouvé de la viande. Alors que notre gars souffre le martyre, les filles ne peuvent s'empêcher de se moquer de lui. Une fois le chien rappelé, Arata tente de se défendre, mais Seiya ramène sur le tapis ce qui s'est passé avec Kotono, la plus jeune. Banri, l'aîné, leur demande d'être plus indulgent avec le petit pervers, vu qu'il est en pleine puberté. Mais Oka réplique que c'est exactement ce genre de pensée qui l'a rendu comme ça. Banri dit que le comportement d'Arata est compréhensible, vu qu'il est entouré de waifus sublimes toute la journée. Seiya intervient et rappelle que les relations amoureuses au sein d'une même famille sont mauvaises pour la descendance, selon les études. Mais Banri, fidèle à son style provocateur, affirme que la science est incapable d'expliquer les caprices du cœur humain. Il en profite pour lancer une pique à Seiya, insinuant qu'elle est probablement déjà amoureuse de quelqu'un, ce qui la fait rougir. Banri se moque ensuite des sœurs cadettes, les taquinant parce qu'elles restent encore de simples gamines. Minami intervient, disant qu'elle trouve son frère génial. Arata, ravi du compliment, s'approche pour la remercier, et elle l'envoie au tapis d'un crochet du droit bien net. Puis elle s'excuse, disant que c'était juste un réflexe, typique d'une athlète née comme elle. Après ce petit incident, ils s'organisent tous pour fêter l'anniversaire de Kotono le samedi. Ça réglé, ils partent à l'école. Même s'ils ont plus d'argent que de bon sens, ils prennent le métro, tellement humbles. En marchant, les gens les regardent comme s'ils étaient un boys band tout droit sorti d'un magazine. Arata est agacé par l'attention, comme s'il vivait dans une comédie romantique. Et franchement, peut-être que c'est le cas. Petit topo sur les waifus pour ne pas vous perdre. Banri, l'aîné, 18 ans, est à une université prestigieuse mais étudie pour devenir infirmière. Seiya, 17 ans, en dernière année de lycée, est le cerveau de la bande. Oka, 16 ans, en 2e année de lycée, est la plus populaire. Minami, 15 ans, première année, est tout en musclé et en énergie. Et enfin, Kotono, 14 ans, collégienne, est le classique type timide, calme et adorable. Retour au garçon, Shion demande à Arata si elle lui a vraiment avoué ses sentiments. Arata, un peu mal à l'aise, admet que oui, mais dit qu'il n'est pas assez tordu pour répondre à ses sentiments. De toute façon, il a déjà quelqu'un d'autre en tête, et comme elle n'est pas de la famille, c'est un gros plus. Shion lui dit que même si Arata a tout pour séduire n'importe quelle fille, ses traumatismes d'enfance l'ont transformé en gros flemmard en matière de romance. Plus tard, chez eux, Arata stalk obsessionnellement le profil de Lala, la fille qu'il aime, mais la peur le paralyse au point qu'il n'arrive même pas à lui envoyer une demande d'amis. À ce moment, Oka entre et lui demande de lui passer les devoirs. Ils s'assoient pour étudier ensemble, mais Arata ne peut s'empêcher de lui jeter quelques regards. Embarrassé, il finit par lâcher qu'elle devrait peut-être se couvrir un peu plus. Oka lui rappelle qu'ils prenaient leur bain ensemble quand ils étaient petits, donc pas de quoi en faire un drame maintenant. Puis, direct, elle lui demande qui est la fille qu'il aime, disant que Shion a déjà craché le morceau et qu'il est super accro à quelqu'un. Elle insiste pour qu'il se confie, arguant que des jumeaux doivent se soutenir dans ce genre de truc. Arata résiste mais finit par avouer qu'il a dit à Lala qu'elle était jolie. Oka, tout excité, dit qu'elle connaît Lala et peut totalement lui arranger un rencard. Mais Arata l'arrête, disant qu'il ne veut pas de son aide. Oka lui rappelle qu'il est l'héritier de leur père et qu'il devrait au moins faire un effort pour lui. Mais Arata tient bon et dit qu'il le fera à sa façon, c'est-à-dire mater Lala de loin pendant des jours jusqu'à ce qu'elle se sente si mal à l'aise qu'elle finisse par le remarquer. Oka, excédé, explose, bon, eh bien, va te faire voir. J'essaie d'aider comme une personne décente, et toi, tu fais l'idiot. Très bien,
reste là tout seul, vierge et pleurnichard, salut, loser. Pendant ce temps, dans la chambre de Kotono, elle regarde une photo de ses frères et sœurs, mais la façon dont elle fixe Arata n'a rien de très fraternel. Puis Arata passe en mode philosophe et se met à divaguer sur le destin, comment tout est déjà écrit, même qui sont tes frères, sœurs et âmes sœurs, ou un truc du genre. Honnêtement, j'ai un peu décroché. Samedi arrive, et tout le monde se prépare pour fêter l'anniversaire de Kotono. Ils descendent dans la salle à manger pendant qu'Arata monologue dans sa tête. Minami rend les écouteurs qu'Oka lui avait prêtés, mais il en manque un. Oka s'énerve et lance, sérieux, je fais quoi avec un seul? Surtout qu'elle les avait prêtés parce que Minami avait perdu les siens, ce qui aurait dû être un signal d'alarme. Arata, voyant l'attention lui échapper, intervient avec un discours de paix, on est frères et sœurs, on ne devrait pas se disputer. Et là, leur père arrive pour le dîner. Avant le toast, il annonce qu'il a quelque chose d'important à dire. Maintenant que Kotono a 15 ans, il est temps de leur révéler la vérité, ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ils peuvent se mettre en couple entre eux s'ils veulent. Fêtez bien. Arata, complètement sonné, demande ce que ça veut dire. Leur père explique qu'ils sont tous adoptés, qu'ils sont assez grands pour comprendre, et qu'il avait promis à sa défunte épouse de révéler la vérité une fois que la plus jeune aurait 15 ans. Bien que Shion et Minami soient jumeaux, il précise que les autres n'ont aucun lien de sang. Il dit qu'il comprend qu'ils soient tous choqués, mais qu'à partir de maintenant, il sera totalement honnête et répondra à toutes leurs questions. Et hop, sujet clos, on passe à la fête. Ouais, juste comme ça. La bonne commence à servir le dîner pendant que tout le monde est encore en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ils ont probablement chanté joyeux anniversaire avec l'énergie émotionnelle d'une thérapie de groupe post-traumatique, mais malheureusement, on ne voit pas ça. Ils finissent le dîner et passent au salon pour prendre le thé ensemble. Banri dit à la bonne de partir, qu'elle prend le relais, car il y a des affaires familiales sérieuses à discuter. La seule qui a bien mangé, c'est Minami, mais c'est son truc, la bouffe. Banri commente que la petite doit tenir l'optimisme de son père, ce à quoi Seiya répond que ça n'a rien à voir avec la génétique, et même si c'était le cas, elle n'est même pas sa fille biologique. Aïe. Oka ajoute que leur père a choisi le pire moment pour lâcher la bombe. Ouais, il aurait au moins pu attendre qu'il coupe le gâteau. Mais Seiya contre en disant qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait promis à leur défunte mère, et que c'était maintenant ou jamais. Oka comprend, mais se sent trahi. Ça lui fait mal qu'on leur ait caché quelque chose d'aussi important si longtemps. Puis Seiya demande à Banri si elle ne se souvient pas de quelque chose d'étrange, comme le fait que quand Kotono est arrivée à la maison, elle avait déjà environ 4 ans. Banri marque une pause, réfléchit, et dit qu'elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Mais ses frères et sœurs la regardent avec un air de ne mens pas, balance. Elle insiste en disant que ça n'a pas d'importance, que l'important, c'est qu'ils ont grandi ensemble, et même s'ils n'ont pas de lien de sang, ils restent frères et sœurs. Donc, pas de trucs bizarres entre eux. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde, sauf Kotono, qui est clairement accro à son grand frère. Arata va dans sa chambre et commence à réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Soudain, on le voit se diriger vers la salle de bain. En arrivant, il voit les sous-vêtements de sa sœur dans le panier à linge, et pour la première fois de sa vie, ça le perturbe plus que d'habitude. Hier, ça ne semblait pas grave, mais aujourd'hui, ils ne sont plus liés par le sang, et ça change les règles du jeu. Pourtant, Arata se répète qu'ils sont sa famille et qu'il ne cédera pas à la tentation. Il se déshabille et entre dans la baignoire, et oh, surprise, quelqu'un est déjà dedans. Et pour rendre ça encore plus perturbant, il s'agit de Kotono, la seule des sœurs plus que prête à ce que les choses deviennent bizarres. Il hurle, se couvre avec une serviette et essaie de sortir en s'excusant 1000 fois. Mais Kotono, calme, l'arrête et lui demande de lui laver le dos, comme il le fait toujours. Ça sonne plus crépi que ça ne devrait. Arata, encore sous le choc, accepte. Il s'assoit derrière elle et commence à lui frotter le dos, se disant qu'il l'a fait 1000 fois et qu'il ne doit pas avoir de pensée tordue. Kotono, totalement détendue, lui dit qu'elle aime comment il lui frotte le dos et qu'elle ne peut pas le faire elle-même parce qu'elle n'est pas très souple. Arata essaie de survivre mentalement à la scène et lui dit de se dépêcher pour rester au chaud, sinon elle va attraper froid. Pendant ce temps, en bas, dans la salle à manger, Oka continue de siroter son thé. On n'a jamais assez de thé quand ton père vient de t'annoncer que tu n'es pas sa fille et que tu peux épouser tes frères et sœurs. Shion s'approche pour parler, et Oka dit qu'elle se sent mal pour Kotono, qui apprend une nouvelle aussi énorme le jour de son anniversaire et si près des examens d'entrée. C'est pas cool. Shion répond que tout ira bien, que les notes ne seront pas un problème, mais Oka n'est pas si sûre. En tant que cadette, elle pense que tout le monde devrait mieux prendre soin d'elle. Elle demande aussi à Shion ce qu'il pense de tout ce bazar. Il hausse les épaules et dit que tout est arrivé si vite qu'il est encore en train de digérer. Oka, d'un ton un peu vulnérable, demande s'il sait ce qu'Arata pense de tout ça. Shion, intrigué, lui demande si ça l'intéresse vraiment. Oka devient sérieuse et lui dit de ne pas compliquer les choses. Elle a passé des années à croire qu'ils étaient jumeaux, donc elle le voit comme une partie d'elle. Shion dit qu'Arata ressent probablement la même chose, mais qu'il reste l'héritier de la maison et son frère.
Il se demande aussi comment le monde les verra maintenant qu'ils pourraient techniquement se marier. Pendant ce temps, à l'étage, dans la salle de bain, Kotono enlace son grand frère, complètement nu.